À un moment donné, tout le monde se donne le go et donc là, on appuie sur le bouton rouge. À Europol, on vérifie que tous les serveurs se débranchent petit à petit. À ce moment-là, toutes les portes sont défoncées et puis le gars par terre, menotté, etc. Et on commence les perquisitions. Quand on fait tomber un réseau, ça a un certain impact. On entend pas mal de gens dire de toute façon, dès qu'on les débranche, ils ont des backups, ils vont tout remonter. Alors peut-être, mais c'est pas aussi simple. On les voit, ils discutent entre eux, ils sont pas contents. C'est beaucoup d'argent de perdu, puis surtout, ils perdent en réputation. Et ça, c'est super important aussi. Bienvenue dans le monde de la cyber. Je m'appelle Leslie Fornero et je travaille dans la cybersécurité. Avec ce podcast, je vous emmène à la découverte de ce monde à la fois merveilleux et terrifiant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du monde de la cyber. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'un acteur atypique du paysage de la cybersécurité française, le CSIRT PJ, le centre de réponse aux incidents de l'OFAC. L'OFAC qui est l'Office anti-cybercriminalité de la police judiciaire, un CERT pas comme les autres, parce que sa mission n'est pas de faire de la remédiation pour les systèmes de la police, mais d'aider les enquêtes judiciaires dans le but d'attraper les cybercriminels en s'appuyant sur les attaques observées chez tous les autres CERT du pays. Si vous avez bien suivi, chers auditeurs, vous maîtrisez désormais l'acronyme CERT et CSIRT. En français, ce sont les équipes de réponse aux incidents de cybersécurité, ce que j'appelle les cyber-héros ou encore les pompiers de la cyber. Et pour parler de ce CSIRT PJ aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Nakan Nguyen, représentante adjointe au CSIRT PJ. Bonjour Nakan. Bonjour Leslie. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet épisode de podcast pour nous faire découvrir les coulisses de ton travail. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle de toi et de ton parcours. Comment es-tu arrivé dans le monde de la cybersécurité ? Alors moi, du coup, j'ai un parcours un petit peu pas atypique, mais universitaire, on va dire. À l'époque, en fait, les écoles de cybersécurité, ça n'existait pas en tant que tel comme aujourd'hui. C'était pas mal un métier passion. Donc moi, j'ai démarré donc j'ai fait 2 années d'IUT informatique. J'ai fait une licence pro en réseau et j'ai continué sur un master spécialisé en spécialisé en sécurité informatique. Et donc, comme je disais à l'époque, il n'y avait pas de formation en tant que telle, c'était beaucoup on faisait des CTF entre nous le week-end, c'était un peu comme des LAN de gaming, chacun amenait son routeur le week-end dans son école et puis on était en équipe et puis on se challengeait entre nous, on faisait des challenges de hacking quoi. Donc on apprenait un petit peu comme ça. Aujourd'hui, il y a plein de ressources sur Internet, mais voilà, donc c'est comme ça un peu que ça se passait à l'époque. Du coup, de fil en aiguille, ça m'a amené dans la cybersécurité aujourd'hui, quoi. Moi, l'informatique, c'est quelque chose que j'ai commencé vraiment, vraiment jeune. On a eu un ordinateur très tôt à la maison. Moi, à 4 ans, en gros, je lançais déjà ma première ligne de commande sur l'ordinateur de mon père, quoi. À 4 ans, ok, tout va bien. Bon après, voilà, c'était pour lancer mes jeux. On va pas se mentir, c'était une commande que je copiais bêtement sur le clavier qu'il m'avait écrite, hein. Mais ça peut commencer par là. Ouais, ça a commencé comme ça. Et moi, un peu plus tard, du coup, l'ordinateur, j'en ai eu un assez tôt aussi. Chez moi, c'était un peu comme mes Lego, quoi. Donc, je les ai montés, démontés et remontés une paire de fois. Moi, j'ai envie de savoir, en fait, comment ça marche à l'intérieur. Et du coup, tout le reste est venu assez naturellement, quoi. Donc, c'est pas un mythe. On commence à s'intéresser à l'informatique dès le plus jeune âge en démontant des ordinateurs. Et même quand on est une femme. C'est possible. Oui. Comme quoi. Et du coup, après tes études, comment est-ce que tu t'es lancée dans le monde professionnel ? Alors, j'ai commencé, moi, chez Steria, dans le domaine du pentest. D'ailleurs, c'est la société, du coup, j'ai pu vivre l'expérience de monter un CTF géant avec 5 écoles partenaires à l'époque. Et c'était vraiment incroyable, quoi, d'organiser ça. C'était vraiment une première. À l'époque, ça n'existait pas vraiment, bien qu'aujourd'hui, ça soit vraiment démocratisé. Mais là, c'était vraiment novateur. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se rappellent de ce CTF. Ça s'appelle le Steria Hacking Challenge. Et il y avait énormément de gens dans la cybersécurité qui, aujourd'hui, le sont toujours. Je pense que ça a vraiment fait naître quelques vocations, on va pas se mentir. Et c'était vraiment, vraiment chouette, quoi. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est l'objectif d'un CTF ? Alors du coup, c'est plusieurs challenges dans le domaine du hacking, donc du pentest, du forensic, donc l'investigation numérique, du reverse engineering aussi. Il y avait un petit peu de tout. Donc nous, on était amenés vraiment à fabriquer ces épreuves, les imbriquer. On avait commencé à faire aussi de l'OSINT, c'était assez rare dans les CTF à l'époque.
Mais voilà, donc on cachait des bouts de papier qu'il fallait reconstituer, ce genre de choses, dans des dossiers confidentiels qu'il fallait en fait regarder. Donc c'était dans les locaux de la société. Donc les gens devaient jouer avec le physique, le côté vraiment OSINT, un peu Red Team quelque part. Ça se faisait vraiment pas à l'époque, donc tout le monde avait vraiment vraiment adoré. Donc Alors qu'est-ce que ça t'a apporté ce CTF chez Sopra? Quand on sort d'école, souvent on pense pen test, quand on est plutôt axé sécurité. Et en fait, avec le CTF, j'ai découvert pas mal de pans de la cybersécurité qui existaient. Le forensic, le reverse, c'est des choses que je trouvais inatteignables au début, mais voilà, en fait, il suffit de mettre un pied dedans. Et le côté forensic, investigation numérique, c'est un peu comme une sorte de jeu de piste pour moi. C'est chercher le flag dans un CTF, quoi, mais dans la vraie vie, c'est chercher la petite trace vers l'attaque, comprendre un petit peu ce qui s'est passé, comment ça s'est déroulé, et réécrire un petit peu de la petite histoire derrière pour, dans la réponse sur incident, en tout cas, aider une victime à se remettre sur pied et à patcher là où il faut pour éviter que ça se reproduise de nouveau, quoi. Et alors, ça a été quoi ton premier poste quand tu t'es lancée dans le monde professionnel? Donc moi, après Steria, je suis partie littéralement dans la réponse sur incident. J'ai fait 7 ans dans différents CERT, pour le coup. Et donc t'as trouvé ta vocation, toi, au sein du monde des CERT dans la cybersécurité. Ouais, tout à fait. Il y avait vraiment ce côté un peu, cet aspect cyberpompier, d'arriver en aide à une société pendant, donc en urgence, ou bien après l'attaque, et vraiment de comprendre ce qui s'est passé pour aider la victime à se remettre sur pied. Et quels ont été donc les CERT au sein desquels tu as travaillé? J'ai commencé au sein du CERT Lexi en tant qu'analyste réponse sur incident. Ça n'existe plus aujourd'hui, ça a été racheté par Orange Cyberdéfense. J'ai ensuite enchaîné au CERT Digital Security. C'était un CERT qui était spécialisé dans les IoT. J'ai fait un tour aussi au CERT de la SNCF. J'ai pas mal côtoyé les gens du CERT de la Société Générale. J'étais pas dans leurs équipes, mais on n'était pas loin. Et puis ensuite, je suis un peu naturellement passée au CERT de la police judiciaire, qui était un peu complètement différent. Mais j'ai vu ça un peu comme la suite d'une réponse sur incident. On fait la réponse sur incident, on aide la société, on a trouvé toute la petite histoire, et après on en fait quoi? Et du coup, au CERT PJ, c'est le reste. C'est la suite de l'histoire. C'est exactement ça. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler de ton métier aujourd'hui? Tu es représentante adjointe au CSIRT PJ. Sur ton profil LinkedIn, il y a écrit « Analyst Malware and Forensic ». C'est des mots que tu as déjà prononcés. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Quelles sont tes missions au quotidien? Alors, mes missions au quotidien, on va dire qu'il n'y a pas vraiment de journée type. On vit pas mal au fil de l'eau au final, parce que tout arrive un peu comme ça en police, tout est urgent. On va pas se mentir, la rivière elle est assez agitée. Donc, il n'y a aucune journée qui se ressemble. C'est des cyberattaques. Donc, il faut tout prendre, faut tout gérer. Et parfois, tout arrive en même temps. Et donc, ça fait que moi, je reçois tous les jours des choses à analyser, des éléments techniques, que ce soit des serveurs, des victimes qui ont été compromises. Donc là, c'est de chercher un peu toutes les traces que l'attaquant aurait pu laisser. C'est un peu comme une scène de crime où il a laissé des empreintes un peu partout. Mais là, on est sur un serveur, donc c'est pareil, et j'en ai plusieurs. Et on remonte un peu le fil jusqu'à trouver un serveur d'attaquant. C'est des choses qui nous arrivent également. Et ça, c'est le côté un peu plus rare qu'on fait. En fait, dans le privé, on fait pas ça parce que c'est pas l'intérêt pour le coup. Nous, on a des serveurs d'attaquants qu'on peut avoir grâce du coup aux enquêteurs lorsqu'ils requièrent un hébergeur pour nous amener la copie du serveur de l'attaque. Et donc à l'intérieur, des fois, selon le rôle du serveur, ça peut être vraiment une mine d'or pour nous. Ça peut être un serveur d'exfiltration, là où on va trouver des données des victimes, donc pas que la nôtre, mais des fois d'autres victimes aussi. Si c'est des serveurs d'attaque, on va trouver des codes d'exploitation, des binaires malveillants, des chiffreurs, parfois même des déchiffreurs. On a des serveurs des fois de chat, donc voilà. Donc on trouve énormément de choses, énormément de traces sur les attaquants, et on tire un peu le fil jusqu'à trouver le bout qui est normalement le PC de l'attaquant. Alors bon, je vulgarise, c'est l'objectif de ton enquête, c'est finalement d'aboutir à l'adresse du PC de l'attaquant pour aller l'arrêter. Ouais, grosso modo c'est ça, parce que si on a un serveur, quelqu'un s'est connecté dessus pour actionner des choses. Etc. Donc, on remonte vraiment le fil. La pelote, elle est énorme. Donc, Et donc, c'est là où tu dis que tu vas plus loin que ce que tu faisais dans les CERT avant, parce que finalement, là, c'est pas ton entreprise qui se fait attaquer. Toi, t'enquêtes sur l'attaque d'une autre entreprise qui est en pleine attaque à ce moment-là ou qui s'est fait attaquer. T'enquêtes après. Comment ça se passe? Dans quel ordre ça se passe?
Alors, ça peut. Il y a vraiment des deux. En général, nous, comme on est au courant d'une attaque, souvent, ça va être le dépôt d'une plainte. Donc, le dépôt de plainte permet de nous notifier qu'il y a eu une cyberattaque. Donc, on va focus sur le ransomware, vu que l'OFAC est chargé par le parquet J3, donc c'est le parquet cyber, de centraliser les faits de rançongiciel sur le territoire national. Voilà. Et donc, où que la plainte, peu importe où que la plainte a été déposée. Il y a un système de guichet unique qui existe, donc c'est-à-dire que la plainte a été déposée en zone gendarmerie, en police, peu importe en fait, la plainte est acheminée au parquet J3. Et est-ce que l'entreprise a un délai pour porter plainte à partir du moment où elle découvre l'attaque? Et si oui, ça veut dire qu'elle est en pleine attaque quand vous recevez la plainte. Ouais, en fait, l'entreprise doit déposer plainte dans les 72 heures selon la loi LOPMI. Et le but, en fait, c'est de pouvoir se faire dédommagé par les cyberassurances. Voilà. Tout à fait. Donc quand c'est les ransomware surtout. Voilà. Donc toi, finalement, tu reçois donc toutes ces plaintes qui sont déposées. Comment ça se passe après? Comment t'actionnes? Comment tu peux avoir accès à leur serveur pour aller enquêter? Donc une fois que J3 nous transmet toutes ces plaintes-là, donc déjà l'avantage c'est qu'on a une big picture un petit peu de tout le phénomène ransomware qui se passe sur le territoire français pour le coup. Nous derrière, ça nous amène des indices de compromission. Alors soit ils sont annexés à la plainte par la victime, soit on a un CERT qui a été mandaté par la société victime pour faire la remédiation. Et donc à ce moment-là, on rentre en contact avec eux. Moi, l'avantage, c'est que je connais pas mal le domaine des CERT pour en avoir fait pas mal par le passé. Donc je sais qu'ils sont en pleine cellule de crise, tout le monde les appelle. On n'est pas forcément leur priorité. Mais c'est pour ça, on parle le même langage. Moi, je leur dis, écoutez, moi, je vous embête pas plus. J'ai besoin de simples indices de compromission, les IP d'attaque, des serveurs de contrôle si vous les trouvez, le binaire. Voilà. Donc, t'arrives avec une liste, tu sais exactement de quoi tu as besoin pour faire avancer une enquête. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, le dépôt de plainte, ça permet d'ouvrir un dossier et donc un cadre légal pour que derrière, l'enquêteur puisse actionner des leviers judiciaires et donc les réquisitions vers les hébergeurs. Est-ce qu'on peut en profiter pour faire passer un message à toutes les entreprises qui nous écoutent? Il faut porter plainte parce que justement derrière, donc c'est Nakan Nguyen qui récupère les informations. Alors pas que moi. Entre autres sur ce dépôt de plainte et ça permet d'enquêter et d'aboutir justement à des arrestations. Ouais, parce que du coup, vu que, les attaquants se protègent, ils utilisent des VPN, des proxys, ils sont derrière des IP Tor aussi parfois. Donc, faut voir qu'on a aussi pas mal de pistes mortes, on va dire. Donc, plus on a de preuves, plus on a des IOC, plus on a des pistes envers eux. Faut pas oublier que les attaquants, c'est des nous, c'est des humains. Donc, ils font aussi des erreurs. Et donc, souvent, l'erreur peut être fatale pour eux. Et donc, voilà. Donc, c'est super important que ça soit ça ou ça peut être de la piste financière. Quand on a des serveurs, ils peuvent être loués, ils ont été loués par un attaquant. Et donc là, on a de la crypto. Et la piste crypto, le suivi de crypto-monnaie est vraiment, ça apporte vraiment ses fruits dans l'enquête judiciaire. Quand on a payé la rançon? Non, alors, il y a deux choses. Il y a le fait que un serveur a été loué, et donc il y a une adresse crypto-monnaie qui en découle, une transaction. Et donc on va suivre ces actions-là. Dans certains pays, il y en a qui payent beaucoup la rançon. Voilà. En France, il y en a très peu pour le coup, donc c'est pas mal pour nous. En vrai, alors on les voit discuter entre eux, des fois dans des chats sur les forums. Souvent, on disent, non, en fait, attaqués par la France, ils payent pas bien. Voilà. Donc, on se fait attaquer parce qu'on est un pays développé et parce qu'on a de l'argent, mais finalement, on a réussi à sensibiliser notre population à ne pas payer la rançon. Voilà. Donc, c'est une très bonne chose. Par contre, il faudrait aller plus porter plainte. Il y a toujours une zone d'ombre. On ne sait pas exactement combien de cyberattaques il y a en France. On n'a pas de chiffres exacts parce qu'il y a encore trop peu d'entreprises qui vont déposer plainte. Ouais, et plus on a de preuves, plus on peut les recouper également, et plus on a de quoi avancer l'enquête et arriver jusqu'à l'attaquant. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres, si tu en as? Combien de plaintes tu traites, je sais pas, par an? Voilà. C'est quoi la fréquence? Alors, c'est vraiment compliqué de donner des chiffres pour le coup, parce que, alors honnêtement, des plaintes, on en reçoit tous les jours, que ça soit du ransomware ou de la cyberattaque. Ça, ce sont vraiment des choses qui sont quotidiennes en France. Maintenant, donc comme on centralise les faits de ransomware, on arrive à avoir des tendances. Donc,
À titre d'exemple, on a répertorié l'année dernière 423 faits de ransomware. Alors attention, des faits, c'est ce qu'on a pu, c'est les faits dont on a eu connaissance, donc plainte. Donc ceux qui n'ont pas déposé plainte, il y en a peut-être d'autres. Voilà, on n'est pas forcément au courant. Et donc l'an dernier, là, on parle de 2024. Ouais, c'est ça, 2024. Parce que l'épisode est enregistré en 2025, il va être diffusé en 2026. Exactement. Je précise du coup l'an dernier. Très bien. Pour avoir les stats de 2025, c'était encore un petit peu trop tôt, donc on a les stats de 2024. Mais du coup, et 2023, nous, on a répertorié 496 faits de ransomware. D'accord, donc c'était plus élevé. C'était plus élevé. On remarque une petite tendance à la baisse, légère, mais quand même. Donc il y a toujours autant d'attaques, malheureusement, hein, mais voilà. Donc, ça, c'est les dépôts de plainte. Ça, c'est les dépôts de plainte. Ouais. Qui te permettent, toi, d'ouvrir des enquêtes ou de... Ouais, c'est ça. Ça nous donne vraiment un cadre judiciaire pour faire des choses. En France, c'est très, très cadré. Donc, heureusement, hein, d'ailleurs. Hein, mais on peut pas faire les cow-boys et on trouve un œil aussi. Et puis, on va demander des réquisitions comme ça, quoi. Et donc, sur les 400 et quelques dépôts de plainte, tu as traité combien de ransomware? Enfin, tu as participé à des enquêtes sur combien de ransomware à peu près? Alors, en gros, nous, comment ça marche chez nous, chez nous, en France, il y a des dossiers ouverts sur chaque acteur de ransomware. Vous avez des dossiers ouverts sur le ransomware Hive, sur le ransomware Akira, par exemple. Les ransomware ont des noms, c'est ça, ces grandes familles de ransomware. Et tu sais quel groupe d'attaquants est derrière tel ransomware. En fait, c'est les groupes d'attaquants, des fois, qui se nomment eux-mêmes comme ça. Okay. Il y a une certaine publicité qui se font, voilà. Tout le monde connaît Akira, Hive, Logbit, c'est assez connu aussi. C'est un dossier de la gendarmerie pour le coup. Voilà. Donc on travaille sur ces groupes-là. Et dans le monde aussi, en fait, on a nos homologues à l'étranger qui travaillent également sur ces mêmes groupes de ransomware. Du coup, moi, au quotidien, j'ai 3 ou 4 dossiers de ransomware, grosso modo. C'est mes dossiers sur toute l'année que je traite, avec pas mal d'analyses de serveurs qu'on remonte, etc. Ce sont des choses comme ça. Maintenant, comme je le disais, en police, il y a plein de choses qui viennent au fil de l'eau. Il y a des gros incidents assez récurrents, sur des entités sensibles, ça peut arriver. Et donc, à ce moment-là, ces dossiers deviennent prioritaires. Par exemple, en ce moment, je suis sur, on va dire, 3-4 dossiers de ransomware et je suis sur 2 et 3 dossiers sensibles majeurs en même temps. Parce que c'est des choses qui sont devenues vraiment... c'est maintenant que ça se passe, quoi. Et donc, une fois que vous avez reçu la plainte et que toi, tu as qualifié l'attaque est-ce que c'est toi qui décides d'ouvrir une enquête? Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe dès qu'on reçoit une plainte? Lorsqu'on reçoit une plainte, grosso modo, la plainte, quand c'est du ransomware, on va focus dessus. Prenons le cas du ransomware Akira. Voilà. Donc, il y a une plainte, il y a une société qui a été victime du ransomware Akira. Elle va déposer plainte. La plainte va être acheminée au parquet cyber J3. J3 va ensuite nous transmettre la plainte pour que, de mon côté, je vais qualifier est-ce qu'il s'agit bien d'un Akira ou non, vu qu'on a des copycats, etc. Donc voilà. Donc j'ai tous les éléments techniques pour me dire oui, il s'agit bien d'un Akira. Comme ça, on va pouvoir transmettre le dossier au service qui est en charge du dossier de Akira et puis continuer à enquêter dessus. Toi, tu as un profil d'ingénieur en cybersécurité et je voulais savoir comment ton rôle s'articule avec celui des enquêteurs de la PJ. Alors, donc du coup, comme on l'avait dit, nous on fait pas vraiment de remédiation, on n'intervient pas comme des cyberpompiers pendant ou après un incident pour aider la victime à se remettre sur pied. Par contre, à l'image d'un CERT standard, on va faire les mêmes activités. On a de la veille, on a du forensic, on a du reverse engineering, un peu de threat intelligence aussi. Sauf que nous, l'objectif, c'est vraiment de croiser ces données et pour pouvoir remonter jusqu'à l'attaquant. Et on fournit en fait un appui technique aux enquêteurs. On travaille de pair avec eux au quotidien au sein des enquêtes. Avec des policiers qui ont une formation cyber? Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Donc, ce sont des policiers, moi je les appelle les policiers forensiques. Ils ont une formation qu'on appelle une formation ICC, du coup, qui est investigateur en cybercriminalité. Et donc toi, tu viens en appui parce que tu es vraiment, t'as un profil vraiment full cyber-ingénieur. Et eux, ils ont plutôt la méthodologie d'enquête, c'est ça? Comment vous travaillez? C'est un peu ça. Nous, on a vraiment la vision technique pure, voilà, de faire de l'investigation numérique sur un serveur, aller fouiller... vraiment trouver la petite bête en fait sur le serveur. Eux, ça va être vraiment le côté forensic police, moi j'appelle ça, et surtout le côté
judiciaire. Donc c'est eux qui vont pouvoir faire les réquisitions aux différents hébergeurs, etc. Voilà. Alors justement, est-ce qu'on peut revenir un peu pour concrétiser un peu tout ça, revenir un peu sur les grandes étapes d'une enquête une fois qu'elle est entre vos mains. Comment on arrive à l'arrestation d'un cybercriminel? En fait, durant l'enquête, on va exploiter pas mal des éléments techniques que les CERT nous ont remontés. Et donc si on a un IP de serveur d'attaquant, par exemple, on va pouvoir faire des réquisitions à l'hébergeur de cet IP, ce qui nous permet du coup d'obtenir des informations sur le détenteur de ce serveur. Bien que ça soit déclaratif, voilà, on a quand même des IP qui ont permis de louer ce serveur, la crypto dont on parlait, qui a permis de louer ce serveur également, donc tout un tas de pistes qu'on va pouvoir recouper. Et donc moi j'analyse les logs de connexion, je trouve des IP supplémentaires vers d'autres serveurs également, donc ça fait plus de chances de trouver des pistes exploitables en fait. Plus on a de preuves, plus on a ce genre de choses. Plus on a de fils en fait pour remonter jusqu'à l'attaquant. Et puis alors évidemment on travaille pas seul. On a un pan international aussi. C'est-à-dire qu'on travaille énormément avec nos homologues à l'étranger, donc des polices dans tout le monde entier, hein, au travers d'Europol, qui a un rôle vraiment de coordinateur pour le coup. Et donc très souvent, on va être amené à se déplacer au siège d'Europol ou alors dans un pays à l'étranger pour des meetings opérationnels. Donc faut imaginer qu'on est autour d'une table et que vraiment on est en train d'assembler toutes les pièces d'un puzzle géant sur un dossier de ransomware, par exemple. Avec tous les pays qui sont représentés à Europol. Voilà, sachant qu'à Europol, on a les pays européens bien sûr, mais il y a aussi quelques pays tiers. On a les États-Unis, on a la Suisse, la Norvège, la Finlande et même le Japon des fois. Et est-ce que c'est le plus souvent dans les enquêtes, il y a besoin de cette coopération internationale, ou est-ce que ça arrive aussi que tu aies une enquête qui se passe 100% en France et les cybercriminels étaient en France? Alors, il y a des enquêtes complètement françaises, hein, pour le coup, ça existe. Mais dans le cas très spécifiquement du ransomware, en fait, ce sont des groupes qui vont arroser la terre entière. La cyber, c'est quelque chose qui n'a vraiment pas de frontières. On a des serveurs partout, on a des attaquants partout dans le monde aussi. Et donc, c'est là qu'en fait, on est obligé de travailler les uns avec les autres. Chacun a vraiment un petit bout d'enquête. Par exemple, nous, on va avoir peut-être plus de forensique. Il y a un autre pays qui va avoir plus de rançons payées, il va avoir plus de crypto. On imbrique un peu tout ça ensemble. C'est compliqué de travailler seul. Et en cyber, la coopération est très très importante. C'est même pour ça que même en France, on a l'Intercert France pour que tous les CERT échangent les informations sur les cyberattaques. D'ailleurs, ils te font remonter à toi aussi des informations, les CERT de France. Comment ça se passe cette collaboration? Tout à fait. Nous, on fait partie de l'Intercert France depuis un moment maintenant, si ce n'est depuis 2016, si je me trompe pas. Bon, ça correspond à la création du CERT-PJ aussi pour le coup. Et ouais, ça fluidifie complètement les échanges entre le privé et le public. Pour nous, c'est vraiment nécessaire, vu que ces CERT en fait sont nos capteurs d'indices de compromission, etc. Parfois, c'est même eux qui viennent nous dire il y a eu une cyberattaque, et donc en fait, nous, on fait tout ce qu'on peut pour aller récupérer la plainte pour ouvrir le plus vite possible un dossier. La rapidité, c'est important pour nous. Parce que un serveur de contrôle, c'est éphémère. Donc, plus vite on peut demander un gel de données, en gros, et la réquisition de ce serveur-là pour avoir sa copie et l'analyser, plus vite on va avoir celui de l'attaquant. Si on attend quelques jours, quelques mois, peut-être que le serveur, il sera passé à la main de quelqu'un d'autre, quoi. Et j'allais te demander combien de temps ça dure une enquête. Je sais pas s'il y a une moyenne. Tu peux dire, voilà, à partir du dépôt de plainte, on arrive à arrêter l'attaquant au bout de 6 mois, 1 an. Ça met combien de temps à peu près? Une enquête, c'est franchement très variable. Une enquête cyber, en fait, c'est très long. Donc, ça peut durer de quelques mois à quelques années. 2 ans par exemple, pour la dernière grosse opération. Je sais pas si la plupart des personnes ont entendu parler de l'opération Endgame, en fait. Une grande opération Europol avec énormément de pays et toutes les forces de l'ordre françaises, du coup. Enfin, toutes. Quand je dis toutes, c'est tous les services. Qui ont coopéré tous ensemble pour faire tomber un énorme réseau de botnets. Ces botnets déposaient des logiciels malveillants sur des victimes, voire même des ransomware. Donc c'est un énorme dossier. Il a fallu 2 ans pour cartographier un peu l'ensemble des serveurs de l'infrastructure du botnet et d'identifier évidemment les attaquants, qui sont évidemment aussi partout dans le monde.
Et donc le but, la finalité de tout ça, c'est d'un jour de débrancher le botnet, de faire son takedown, et puis d'interpeller les attaquants. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ce que c'est qu'un takedown, comment ça se passe? Est-ce que tu as un exemple concret à nous partager? Est-ce que tu as déjà participé à une telle opération? Comment ça se passe? Alors ouais, pas mal. Enfin pas mal. On n'en fait pas si souvent que ça, même si on aimerait. Mais c'est vrai qu'à chaque fois c'est quelque chose d'assez assez sympa. C'est un peu comme dans un film, faut dire. Donc on a plusieurs choses. En fait, au bout d'un moment, dès qu'on a cartographié tous ces écosystèmes de cybercriminels, il y a un moment on se dit bon bah maintenant on va les démanteler. Il faut qu'on fasse quelque chose. Donc à ce moment-là, le jour d'un takedown, c'est assez faut imaginer que à Europol, on a plein de pays qui sont autour d'une table. On a la France d'un côté, on a l'Espagne d'un côté, on a le Royaume-Uni, voilà, toutes ces personnes-là qui sont autour d'une table, en train de regarder des écrans géants avec des serveurs projetés. Franchement, un peu comme dans un film, où on va voir tous les serveurs de contrôle qui sont allumés, quoi. On a les États-Unis de l'autre côté du continent qui vont être prêts à appuyer sur le bouton pour décontaminer, entre guillemets, les serveurs de contrôle. Couper le... Ouais, on débranche. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. Okay. Et on a encore des gens qui sont derrière la porte, des cybercriminels, prête à l'enfoncer au go, quoi. Physiquement. Donc, en fait, comme ils ont l'adresse IP, enfin, vous avez réussi à remonter jusqu'à l'adresse physique du cybercriminel ou des cybercriminels. Est-ce que c'est possible qu'ils soient à des endroits différents? Complètement, ouais. Oui, du coup, ils sont débranchés tous en même temps, mais ils sont à des endroits différents et il y a la police qui les attend devant leur porte. En fait, c'est ça. Il y a plusieurs points où il y a donc des cybercriminels. On a la police locale selon le pays où c'est. Donc, on a fait pas mal d'interpellations en Ukraine. Il y a plein de choses dans la presse qui en parlent pour le coup. C'est assez un peu spectaculaire en plus, c'est sympa. On vit pas ça tous les jours, surtout nous, Angers, quoi. Et donc, on peut être amené effectivement à être sur ces points-là. Donc, soit Europol, soit derrière une porte, littéralement, quoi. Ah, t'as déjà participé à ça? T'as déjà été derrière une porte aussi pour Ouais, voilà. Alors, c'est pas moi qui défonce la porte. Hein. J'imagine. Moi, je suis derrière, voilà. Okay. Et donc, l'idée, c'est que à un moment donné, tout le monde se donne le go. Et donc là, on appuie sur le bouton rouge. À Europol, on vérifie que tous les serveurs se débranchent petit à petit. Hein. Et à ce moment-là, toutes les portes sont défoncées et puis le gars par terre menotté, etc. Et on commence les perquisitions. Et donc c'est là où on arrive après les policiers locaux, pour le coup, pour faire le côté un peu forensic live. Donc là, tu vas récupérer les équipements pour aller les analyser. Quel est l'objectif derrière de cette... C'est de trouver en fait toutes les preuves supplémentaires que donc il s'agit bien de l'auteur des faits. On va retrouver des fois, il y a une fois en fait, on a défoncé la porte d'un des auteurs sur son PC. Littéralement, il était en train de chiffrer des victimes. Voilà, enfin c'est ce genre de choses, quoi. Okay. Et donc, on peut aussi espérer avoir donc plus d'infos aussi sur tout son environnement, donc ses autres affiliés, ses autres administrateurs avec qui il est en lien, etc. C'est un petit écosystème, tout le monde se connaît. C'est très réputationnel aussi. Donc, en fait, quand on fait tomber un réseau, ça a un certain impact, même à l'intérieur. On entend pas mal de gens dire, de toute façon, dès qu'on les débranche, ils ont des backups, ils vont tout remonter. Alors, peut-être, mais c'est pas aussi simple. On les voit, ils discutent entre eux, ils sont pas contents. C'est beaucoup d'argent perdu, c'est beaucoup de victimes qu'il faut réinfecter pour reconstruire de nouveau ce réseau de botnet. Enfin, voilà, donc et puis surtout, ils perdent en réputation. Et ça, c'est super important aussi, quoi. Ah, mais ça, en fait, c'est comme nous. Ils font perdre la réputation des entreprises qui se font attaquer. Mais c'est pareil de jouer sur le même plan de notre côté et de faire perdre leur réputation auprès de qui, du coup? Alors, auprès de leur communauté de cybercriminels. Parce qu'on a, du coup, c'est important pour eux d'avoir une bonne réputation auprès de leur communauté. En fait, ça leur fait un peu plus de clients, entre guillemets. Ça se professionnalise beaucoup, en fait, dans ce domaine-là. Donc, avant, on avait des administrateurs avec des affiliés par-ci, par-là, etc. Maintenant, on a des gens qui vont travailler, entre guillemets, pour plusieurs groupes de ransomware en même temps. Ah, d'accord, c'est possible. Ah oui, tout à fait. C'est pas, il n'y a pas de contrat unique, par exemple. Non, ils travaillent un peu partout. Être freelance pour... c'est un petit peu ça. Donc, il y a de ça. On parle pas mal de crime as a service maintenant, pour le coup. Et il y a des auteurs de ransomware ou de botnet ou peu importe, qui font de la pub sur les forums.
et qui recrutent. Comme ça, ils recrutent plusieurs types de personnes. Ils vont recruter des pentesters, des fois, pour rentrer sur les systèmes. Ça va pas être les personnes qui vont déposer le ransomware ou le malware, par exemple. Pour ça, il va y avoir d'autres personnes qui recrutent, des affiliés. On peut avoir des IAB, donc des Initial Access Brokers. Donc ça va être des personnes qui vont aller trouver des identifiants pour pouvoir rentrer sur les systèmes d'information des sociétés. Voilà, donc on a toutes sortes de personnes. On a même vu des groupes qui avaient leur RH, entre guillemets, donc chargés d'aller recruter des gens connus dans leur écosystème. Est-ce que c'est déjà arrivé d'avoir une arrestation d'un gang de cybercriminels qui sont dans le même immeuble en mode bureau comme une entreprise normale? Alors non, pas du tout pour le coup. C'est quelque chose que j'ai pas précisé au début, mais nous, on est vraiment sur du cybercriminel classique, entre guillemets, de la cyberattaque, intrusion, du ransomware. On travaille pas sur les groupes étatiques, pour le coup. Ça, c'est pas dans notre c'est plutôt les groupes étatiques qui ont leur bureau et qui font ce type d'attaque. Donc... On a vu, effectivement, dans différents articles de presse ou des différents sujets de recherche que ça peut arriver. Pour nous, c'est pas ça du tout. Ouais, c'est les gangs de cybercriminels privés, là, dont on parle. Mais alors, est-ce que vous travaillez aussi sur des hackers isolés ou ça vous arrive de tomber sur un hacker isolé ou c'est pas ce qui vous intéresse en priorité? En fait, tout dépend de ce qu'il aura fait comme victime. En France, nous, pour le coup, on travaille exclusivement sur des victimes françaises. C'est le but de la police ou des forces de l'ordre, peu importe. C'est le but des forces de l'ordre, ça va être de travailler à trouver l'auteur d'une victime française. Des fois, il va être isolé, des fois, on va découvrir qu'il fait partie d'un groupe. Franchement, il y a un petit peu de tout là-dedans pour le coup. Du coup, il t'est arrivé de partir à l'étranger dans le cadre d'une enquête. À quoi ça ressemble une opération sur le terrain? Alors, on est souvent amené à se déplacer en France, mais aussi à l'étranger pour le coup. Et ça, bon, on va pas se mentir, c'est assez sympa. Donc du coup, soit dans le cadre de meetings opérationnels, comme on l'a déjà évoqué, avec nos homologues à l'étranger, etc. Mais aussi dans le cadre d'interpellations. Donc par exemple, comme pour l'interpellation sur les cas de Endgame. Mais donc moi, j'ai pu participer aussi donc dans le dossier de Hive. Donc c'était un ransomware assez virulent entre 2021 et 2023. 2023, c'est là où il a été donc démantelé. Donc celui-là, je connais particulièrement bien, vu que j'étais l'ingénieur qui était en charge d'analyser les serveurs du dossier Hive, quoi. Et donc, j'étais vraiment au cœur de l'enquête. Et donc, on voit tout vraiment de A à Z. Donc, on part vraiment de l'analyse des serveurs, on remonte la crypto, etc. On identifie des suspects. Et donc, à un moment, on a identifié un blanchisseur, mais donc pas une mule, hein, c'est vraiment un gros blanchisseur qui recevait pas mal de parts de la rançon. Donc là, on se dit, bon, il est en lien quelque part avec les administrateurs à un moment donné. Donc, on s'intéresse pas mal à lui. On fait pas mal d'audits aussi sur sa personne. Donc, c'est quelqu'un qui fait des marathons, il court beaucoup, et puis il aime bien montrer ses performances sur les réseaux, quoi. Et puis bon, sur ces réseaux, il parle pas mal de crypto-monnaie aussi. C'est sa deuxième passion. Bon, ça fait quand même beaucoup, hein. Donc on est plutôt sûr de notre coup, c'est notre gars. Mais bon, voilà. Et puis en fait, un jour, j'étais littéralement à Europol sur un autre meeting d'un autre dossier qui n'a rien à voir. Et là, j'ai un OPJ, un officier de police judiciaire, celui qui s'occupe du dossier Hive, typiquement, c'est les gars de Bordeaux, de l'OFAC Bordeaux. Il m'appelle à 9h du matin et il me gueule dans l'oreille, il me dit « Ouais, Nakan, il est en train de faire un footing au Louvre. » Je dis « Mais de quoi on parle? Qu'est-ce qui se passe ?» Et donc là, je comprends qu'il nous parle de ce gars-là qu'on est en train de surveiller et il est là, il est en France, quoi. Donc, ni une ni deux, j'appelle tous mes chefs à l'OFAC et en à peine 2h, 3h, il y a, même pas, en 2h, il y a 3-4 voitures de police qui partent de Nanterre, qui vont quadriller le quartier, du coup, là où il était en train de faire son footing. Et c'est le coup de filet, quoi. Donc, le gars est amené à Nanterre, donc là où on est, hein, pour le coup. Donc, pas ici même, mais pas loin, pour les auditions, etc. Bon, alors, comme le gars, il est là en touriste, il n'a pas ses équipements, mais il a ses téléphones, etc. Et donc, c'est là où on s'est dit, mais du coup, il est censé revenir chez lui le soir. Donc, le gars, c'est un chypriote. Et on se dit, là, si madame se rend compte qu'il rentre pas le soir, elle va peut-être foutre en l'air tous ses appareils. Et donc, c'est là qu'à 14h, j'ai jamais vu une cellule de crise Europol se monter aussi vite. Donc, appel avec Europol, la police chypriote locale, nous,
et quelqu'un du parquet pour un peu mettre en place tout ça en mode bon bah voilà comment on fait, etc. Faut faire une perquisition à son domicile là-bas vite avant que madame jette tout ce qu'il faut quoi. Et donc à 16h, on a un ingénieur de l'OFAC, on a quelqu'un de J3, on a un enquêteur qui partent pour Chypre. Ils atterrissent là-bas et perquisition du domicile. Donc c'est là où on a pu récupérer pas mal d'équipements, des PC, etc. Alors c'est un collègue à moi parce que moi j'étais à Europol du coup. Ah bah oui c'est vrai. Mais donc c'est là aussi l'intérêt d'être plusieurs ingés. En fait on peut se répartir les rôles. C'est pas parce que quelqu'un est sur une enquête que c'est lui qui va forcément. Enfin voilà on se back up tous très très bien là-dessus et bon ça laisse un peu aussi la chance à tout le monde de voyager. Mais du coup c'était mission vraiment express quoi pour le coup. Et du coup, qu'est-ce qui est arrivé à ce gars? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, en fait, l'histoire, c'est que ce gars-là, il était parti faire un marathon à Valence. Et donc, il est à côté de la France. Il s'est dit, tiens, c'est marrant, j'ai jamais visité la France. Si j'allais voir. Et donc, là, actuellement, il est toujours en train de visiter la France. Ah oui, d'accord. Bon, écoute, bravo en tout cas. Et ça m'intéresserait aussi de savoir ce qu'il faisait en tant que cybercriminel, quelles étaient ses actions et enfin quels dégâts il a fait avant d'être arrêté. Alors pour le coup, tout ce que je peux dire là-dessus, sans dévoiler aucun secret d'enquête, c'est que c'était un blanchisseur assez important dans ce groupe de ransomware. Mais voilà, les enquêtes sont toujours en cours. Est-ce que voilà, ça a permis, c'est plutôt ça la question, est-ce que ça a permis d'arrêter le groupe pour lequel il travaillait? Est-ce qu'il y a eu des nouveaux indices qui vous ont permis de... Il y a des indices. Maintenant, on est toujours en cours d'investigation dessus. Donc là, la suite, malheureusement, elle est sous secret d'enquête. Secret défense. Et puis bon, on ne saura pas plus, mais on surveillera dans la presse. C'est ça, tout à fait. Mais comment ça se passe d'ailleurs une fois que l'enquête a abouti? Est-ce que vous prévenez la presse? Est-ce qu'il y a une communication dessus? Parce que souvent les entreprises apportent plainte et elles disent oui, mais derrière il se passe rien. Voilà. Est-ce que on peut rassurer un petit peu Oui, c'est ça. C'est que malheureusement, dès que les gens nous transmettent des informations, les entreprises comme les CERT, etc., nous c'est difficile derrière de leur dire merci beaucoup, ça m'a servi de trouver ceci, cela au cours de l'enquête. Bien sûr. Tout ce que je peux leur dire, c'est à la limite, c'est très long. Et puis au bout de 2 ans, enfin, on a parlé de 2 ans d'enquête, si ce n'est plus des fois, les gens ont l'impression qu'il ne se passe rien, alors que à l'intérieur ça charbonne quoi. Mais c'est pas évident. Et donc en fait, pour moi, le retour le plus important que je peux faire à toutes ces sociétés, à tous ces CERT qui nous aident, c'est dès lors qu'il y a un démantèlement de ransomware, de botnet, dès qu'il y a des interpellations, en fait, c'est pour moi le meilleur retour qu'on peut leur donner. C'est grâce à leurs éléments, c'est grâce à tous les IOC, tous les indices de compromission qu'ils ont pu nous donner, qu'on a pu arriver, en fait, qu'on a pu tracer la piste jusqu'à ces cybercriminels. Chacun a vraiment mis une pierre à l'édifice, parce que nous, en fait, sans indice, on n'avance pas. Donc franchement, pour ceux qui nous écoutent et qui se reconnaîtront très très certainement, moi je dis merci. Merci en plus de vos missions quotidiennes qui sont déjà bien prenantes. Merci de contribuer activement aux enquêtes et merci aussi pour toutes les victimes, quoi. Ouais, merci. Et merci Nakan d'aller arrêter les cybercriminels qui font des dégâts dans notre pays. Alors comment est-ce que tu vois l'avenir de la cybersécurité? Est-ce que tu vois des évolutions à venir qui te semblent inquiétantes ou rassurantes d'ailleurs? Quelles sont les tendances que vous observez? Du coup, on en a parlé un peu tout à l'heure au niveau des chiffres. Moi, je remarque pas mal une tendance légère à la baisse. Donc la baisse de ransomware. Oui, d'attaques de ransomware, évidemment. Précisons. Mais malheureusement, il y en a encore beaucoup. Alors, pourquoi? Ça peut s'expliquer par plein de choses. Mais bon, alors sans affirmer que c'est forcément grâce à ça, on peut penser que les différentes actions qu'on mène, qui sont menées aussi par les différents services à l'international depuis ces derniers temps, tous les démantèlements, les interpellations, etc. Donc, il y en a de plus en plus. On peut penser que ça a un certain impact quand même, quoi. D'un autre côté, la cybersécurité, elle s'améliore aussi au sein des entreprises. Par rapport, franchement, à l'époque, maintenant, il y a du budget qui est mis dans la cybersécurité. Donc, ça aussi, ça contribue à sécuriser un peu plus les entreprises et donc éviter des cyberattaques plus conséquentes. Des deux côtés, en fait, c'est assez encourageant parce que ça semble efficace. Mais bon, faut encore poursuivre les efforts. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour encourager des futurs professionnels de la cybersécurité à se lancer dans ton métier? Et d'ailleurs, est-ce que vous recrutez au CSIRT PJ? Comment ça se passe?
Alors oui, tout à fait, on recrute Leslie, donc tu es les bienvenus si tu veux venir. Alors moi, je ne suis pas sûre d'avoir la bonne formation, mais pourquoi pas. Une reconversion pourra être envisagée à un moment, je te ferai signe. Bah écoute, nous, on fait un pan du métier de la cyber qui est vraiment assez unique pour le coup. On combine un peu tout le côté blue team et la réponse sur incident, mais pour attraper les méchants, comme tu disais. C'est vraiment passionnant parce qu'on voit un peu tout l'envers du décor au final. Il y a aussi pas mal de threat intelligence, le fait qu'on étudie l'écosystème des cybercriminels, mais avec une force d'action dessus. Donc voilà, le fait d'être vraiment moteur dans cet écosystème-là, c'est hyper gratifiant aussi. On va pas se mentir, ça n'existe pas dans le privé. Et puis c'est normal quoi. Vous êtes combien au CSIRT PJ aujourd'hui ? On est de 5 à 6. 5 à 6 ingénieurs qui accompagnent du coup les enquêteurs de l'OFAC. À l'OFAC, ils sont combien d'enquêteurs en cyber ? On est vraiment nombreux pour le coup, parce qu'en fait, il n'y a pas que les gens qui s'occupent des cyberattaques, du ransomware. On a aussi Thésée, on a aussi les gens de Pharos, les plateformes de signalement en ligne. Donc tout ça, c'est géré par l'OFAC. Tout ça, c'est l'OFAC. Le CSIRT PJ. En fait, le CSIRT PJ, Thésée et Pharos, donc on est au sein de l'OFAC, qui est lui-même au sein de la police judiciaire. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Nakan Nguyen, donc responsable adjointe du CSIRT PJ, d'avoir participé à cet épisode de podcast et partagé les coulisses de ton travail vraiment passionnant. Merci, Leslie. Merci à toi et merci aussi aux équipes communication du CSIRT PJ pour leur accueil. Et chers auditeurs, je vous dis, comme d'habitude, à très vite dans le monde de la cyber. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, le monde de la cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.